Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et on se retrouve dans un nouvel épisode au milieu de la salle. Oui, vous allez voir, il y a beaucoup de changements autour de nous. C'est faux. Non, le changement n'est pas visible ici, mon frère. Le changement n'est pas visible ici. Le plus gros changement a eu lieu sur la mezzanine. Mais effectivement, on est dans le même setup que la dernière fois, si ce n'est qu'on a échangé nos places. Exactement. Alors tout le monde nous dit vous devez charbonner à fond dans la salle de sport en ce moment. C'est faux. On ne charbonne pas dans la salle de sport, on charbonne à côté de la salle de sport. C'est les trucs trop chiants, c'est les papiers, les rendez-vous, gérer les arrivées, les trucs. Oh, c'est vraiment gérer les trucs chiants. Les petits trucs auxquels on n'avait pas pensé. Ouais. Bref. C'est vrai que faire une salle de sport, tu te dis, tu fais la peinture, tu fais le machin, les murs, tu mets les machines, c'est terminé. Non. Il y a plein de choses. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, ça. Ouais, c'est pas. Là, on se prend une décharge d'administratif, mais c'est ce qu'il faut faire. La salle avance. Et aujourd'hui, mon frère, tiens, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Enfin, on a reçu les tapis de sol. Les tapis de sol, c'était vraiment quand même une sacrée aventure. Parce que le mec, il parle des tapis de sol. Frère, on n'a pas acheté des machines aujourd'hui ? Non. Bon, bah vas-y, parle des tapis de sol si tu veux. Je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il y a ça. On a acheté 3 machines, mais il parle des putains de tapis de sol. Mais pourquoi ? Parce qu'on vient juste de les installer. On parlait de la mezzanine, donc c'est vrai que là, on n'a rien mis dans cette pièce. La grande pièce, par contre, sur la mezzanine, on a déposé le sol qu'on a reçu hier matin. Ça a été quand même une sacrée aventure, ça. Parce que les machines, ça, on est bon. On est vraiment bon pour trouver des machines. Par contre, pour trouver des bons coups sur des tapis de sol, c'est autre chose. Parce que, bon, vous connaissez aussi un petit peu notre radinerie. On a envie de faire les choses bien, mais par contre, on ne veut pas non plus mettre trop cher, et surtout pour un tapis de sol. Et donc là, on a enfin trouvé, d'occasion, mais du sol, un revêtement en caoutchouc en 8 mm. Qui est enfin arrivé et qu'on a déposé tout à l'heure. Et franchement, pour l'occasion, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. On a un beau sol. On a le sol qui est fait du coup en haut sur la mezzanine. Alors peut-être avant qu'on parte dans tous les sens et qu'on parle de la salle et tout, on va faire un petit sommaire du podcast parce que sinon les gens vont partir, ils vont pas écouter le podcast. C'est vrai que on parle avec passion à chaque fois de la salle de sport, mais je pense que l'essence même du podcast, ce sont les questions des auditeurs. D'ailleurs, tu sais que le podcast bonus, j'avais mis un sondage. Est-ce que du coup vous voulez plus d'épisodes bonus, machin et tout ? Il y a la moitié qui a dit non. On veut des épisodes classiques. Bah au moins c'est clair. Et comme ça, au moins c'est clair. Donc il n'y aura pas d'épisodes bonus. Et il y en a même qui ont rajouté. Et on veut même des épisodes sans Rémi. Enfoiré. Ah, c'est pas moi, c'est les stats. Hein. C'est les stats. Hein. C'est pas moi qui les dis. Je te montrerai les stats. Reculé. C'est faux, évidemment, c'est faux. Attends, j'ai dit qu'on allait partir dans tous les sens, mais c'est toi qui pars dans tous les sens. Oui, écoute. Sommaire. On a prévu 2 questions. La première va parler de l'hydratation. L'hydratation en muscu. Faut-il boire du pinard pendant les entraînements ? Ouais. Son petit... oh putain, on a des sa petite villageoise. Ouais, on a des petits j'en ai une aussi qui me vient à l'esprit. Donc ça, c'est la partie, on va dire, nutrition. Et la deuxième question ? La partie entraînement, on va parler du full body. Ouais. On va parler du full body. Ce format d'entraînement, on a déjà effleuré plus ou moins le sujet des formats d'entraînement, mais là, on va se pencher un peu plus sur le full body. On a eu pas mal de questions et c'est un format qui était très populaire à une époque, notamment le full body everyday. C'est un format qu'on a fait aussi. On parlera un peu de tout ça, mais avant, on va reprendre un peu sur le Gallois Gym. De toute façon, il y aura les timecodes, donc si tu veux aller directement aux questions, tu pourras aller directement aux questions. Exactement. Et là, maintenant, on peut un peu plus s'éparpiller. Donc, effectivement, on a mis ces putains de tapis. Alors, est-ce qu'on a fini de les mettre ? Pas totalement. Et en fait, là, il nous reste à les couper, à faire les découpes de merde, à les coller au sol. Et ensuite, on aura fini les tapis. On pourrait dire qu'on a fini le sol en haut. On aura fini le sol en haut, puisque là, dans la partie où on tourne le podcast, la plus grande pièce, on a le tapis, mais qui arrivera en même temps que la commande des machines. Ça, c'est ficelé, ça arrive bientôt. Ouais. On n'a qu'une hâte. On a commandé les machines avec le tapis, tout va arriver ensemble. Ouais. Mais en haut, parce que c'est vrai qu'à la base, il faut savoir que quand on a commandé les machines, on a commandé des machines de façon à ce qu'elles fitent toute la partie basse de la salle. Et depuis, on a rajouté des machines. Donc, on a rajouté 5 machines, plus 3 aujourd'hui.
dont on va parler après. Parce que du coup, on n'avait pas compté la place en haut, et mine de rien, en haut, il y a de la place. Et de toute façon, tant qu'il y a de la place, tant qu'on peut circuler, c'est qu'on peut mettre des machines. Tant qu'elles ne sont pas touche-touche, on peut en mettre. Donc, ça, c'était pour le point sur le sol. Maintenant, petit point sur les machines. Il faut savoir qu'on a refait une vente aux enchères. Aujourd'hui, dans notre ville, donc c'était des enchères, cette fois-ci, qui étaient pas sur Internet comme les dernières, mais qui étaient du coup sur place à Limoges. C'était une première pour nous d'assister à une enchère en direct. Toi, tu avais fait celle bien sûr en ligne, mais une enchère en direct, c'est autre chose quand même. Même si, bon, c'était pas non plus. C'était sympa. C'était sympa, oui. C'était sympa. Et du coup, donc on a 3 nouvelles machines. Mais qu'a-t-on acheté, Denis? Qu'est-ce qui nous manquait dans le Galop Gym? Il nous manquait des aquabikes et des vélos elliptiques. Ouais, voilà, donc c'est bon. On a 10 vélos elliptiques qui arrivent. J'ai dit 3 machines, ça marche plus. 10 vélos elliptiques qui arrivent. Faut savoir que, en vrai, parce que du coup, alors pour vous dire, on a pris 2 machines de cardio, on a pris 2 tapis de course. Voilà, pour faire les steps. On dit course, mais ça sera step. Oui, je pense pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont courir sur ces tapis. Mais du coup, on a 2 tapis de course qu'on a eu pour honnêtement pas si cher que ça et une machine à dips. Une machine à dips Matrix, donc celle qu'on retrouve dans les Basic Fit, mais un peu mieux parce que c'est la version avec ceinture intégrée et elle a un meilleur axe aussi que celle des Basic Fit. C'est vrai que, en fait, les 2 tapis, on voulait absolument avoir des tapis pour faire des steps. La dips machine, c'était un petit peu par gourmandise, parce que ce qu'on va recevoir là bientôt, bon, ça va très bien nous suffire. Mais bon, on a vu cette petite dips machine, et puis bon, on peut donner le prix, puisque… La totalité, on a eu pour à peu près 1 100 €, tapis plus machine à dips. Exactement. Et la machine à dips, on l'a eu, je sais plus, à 110 €. À 110 €, voilà, donc elle était donnée quoi. Ouais, 110 €, franchement, c'est du… Elle m'a regardé, elle m'a dit « Prends-moi s'il te plaît, me laisse pas !» Mais n'empêche que c'est simple. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait dans les commentaires, dites-nous si vous avez fait des fois une vente aux enchères, si vous avez déjà participé à une vente aux enchères. Mais il y a quand même un timing à avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se jeter sur la machine dès le départ, enfin du moins sur ce que vous voulez acheter dès le départ. S'il n'y a personne qui achète, laissez faire le commissaire-priseur qui, s'il n'a personne qui s'aligne sur le prix de départ, il la diminue. Parce que le prix de départ de la dips machine a été, je crois, à 300. Personne n'a… je l'ai fait baisser 2 fois. Voilà, c'est ça en fait. 300 €, elle est annoncée au départ. Personne ne lève la main. Bien sûr, nous, on ne lève pas la main à ce moment-là. Le commissaire dit départ à 200. Personne ne lève la main. Il descend à 100 cette fois-ci. Et c'est là où, du coup, on attend un petit peu. Il dit personne. Et là, on a levé la main. Et en fait, on a eu… Vous allez voir, de toute façon, donc on l'a vlogué. Dans le vlog, les enchères, c'est stratégique. C'est-à-dire que le but, c'est de faire utiliser le maximum de pognon à ceux qui veulent les mêmes machines que vous quand il y en a plusieurs. Et également, il y a la stratégie de faire baisser le prix au début. Si personne ne veut… Si personne. Ouais. Sur les tapis, c'est ce qu'on a fait. Du coup, le premier tapis, je l'ai fait monter très haut pour qu'il utilise beaucoup d'argent et pour qu'il me laisse tranquille sur les derniers. Et du coup, ça a fait que le premier est monté très haut. Le deuxième, on l'a eu pour pas très cher. Le deuxième, on l'a eu c'est moi qui ai monté l'enchère sur le deuxième. On l'a eu à 490. Et du coup, le troisième, je lui ai fait monter très haut aussi. Ouais. Le pauvre, il les a eu très chers. Alors, est-ce que c'était la même personne? On ne sait pas. Mais… Peut-être pas. En fait, il y en avait 4 sur cette vente. Donc, du coup, ça, c'était le troisième. Et le dernier, du coup… Et le quatrième, on l'a eu à 300. Ouais. Voilà, 300 €. C'est ce que j'ai dit à Rémi. J'ai dit, il a un budget max de 300, il va lâcher. Et il a lâché. Regardez-moi ça, c'était stratégique. Échec et mat. Ouais, échec. C'est vrai qu'on a fait encore un 3 sur 3. On avait fait un 4 sur 4 pour les machines sur lesquelles on est assise. Et là, 3 sur 3. Ouais. Les enchères, c'est vraiment… il ne faut pas se laisser prendre dans l'enchère et il faut vraiment sortir au bon moment. Il ne faut pas se laisser prendre, il faut être stratégique. Il faut budgétiser ça, ça reste quand même Parce que après, il faut savoir aussi que donc, les ventes aux enchères, moi j'en ai suivi un paquet. Là, j'ai participé à 2, mais j'en ai suivi un paquet. Et c'est vrai que les prix qu'on a pu avoir sont anormalement bas. On l'avait expliqué sur la première vente. La première vente était compliquée d'accès. Celle-ci aussi, on remarque. Ouais, celle-ci aussi. Mais du coup, ça fait que potentiellement, il y avait moins d'acheteurs déjà. Et en plus, il y avait du live fitness. Et en plus de ça, il y avait une autre vente de matériel identique. C'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. La semaine d'après. Et où là, c'était beaucoup plus facile d'accès. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout le monde a été sur l'autre vente. Et on a eu la chance d'avoir des machines pour pas cher. Mais en général,
les ventes aux enchères, les prix ne sont pas aussi bas, c'est ça que je veux dire. Et là, du coup, notre vente qui a eu lieu dans notre ville, c'était donc une salle qui fermait. Et c'est pareil, en fait, il y avait 4 ventes. Il y avait 4 ventes qui étaient regroupées du coup sur la même vente aux enchères. Donc il y avait la salle de sport, mais il y avait aussi une cuisine. Ouais, un truc de restauration. Voilà, il y avait des véhicules. Il y avait des voitures. Ouais. Et il y avait je sais plus quoi d'autre. Et du coup, donc, sur tous les sites d'enchères, elle n'était pas répertoriée comme une vente de salle de sport. Donc tous les collectionneurs de salles de sport n'étaient pas au courant en fait qu'il y avait une vente. Bah, ça s'est vu dans la salle, hein. T'as vu, il y avait, enfin, j'ai pas vu de sportif ou. Non. Même en salle, j'ai pas vu de personnes. Les seules personnes sur un peu de cardio, sur les vélos. Ouais, mais c'était des mecs qui voulaient un vélo pour chez eux, etc. Donc c'était des amateurs, il n'y avait pas de professionnels. Et ça, encore une fois, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, surtout avec tous les revendeurs, etc. Et en ligne, il y avait vraiment quelques personnes qui avaient vu la vente. Mais c'était vraiment une minorité. Ce qui fait qu'on a eu le champ libre et on a pu avoir des offres pour vraiment pas cher. Mais en général, tu prends un tapis, ça a tendance à monter, ça se vend jamais en dessous ça se vend très rarement en dessous des 1 000 €. Voire beaucoup plus même. La dernière vente, les tapis sont montés à beaucoup plus cher. Donc là, on a vraiment eu de la chance. Ouais, on a eu de la chance, mais par contre, il va falloir les récupérer. Et donc, nous, on connaît cette salle de sport qui a malheureusement fermé à Limoges. Pour aller chercher les machines et parce que bien sûr, hein, c'est à l'étage, hein, sinon c'est trop facile, avec un escalier quand même plutôt étroit. Non, ça va aller là. Je sens quand même que ça va être chaud. Parce que Denis, c'est pas les machines qu'on a là, qu'on a pu démonter. Là, c'est 2 putains de tapis de course. Oui, mais on est sur Limoges, on peut demander de l'aide. Oui. Ça va être folklorique. Bref. Ça fera un nouveau vlog, une nouvelle aventure avec les machines. Bref, on a parlé de 10 minutes sur des enchères de machines. Enfin, bref, ouais, les gens ça peut être non, mais je pense que ça peut être intéressant. Tu sais, je pense que c'est le genre de sujet, ça n'a jamais été abordé, tu vois. Tu cherches un peu sur des vidéos, il n'y a jamais personne qui a fait une vidéo sur ce sujet. Hein. Mais est-ce que ça va intéresser les gens? Je pense que non. Bref. C'est pas grave. Voilà, dites-nous dans les commentaires si c'était intéressant ou pas. Bon. Ça, c'était pour le petit point Galois Gym. Ouais, ça c'était pour le petit point Galois Gym. Sinon, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? On va enfin se mettre d'accord pour une cuisine. Enfin. Et les travaux également de tout ce qui va être sanitaire, etc. vont commencer aussi. Ouais. Est-ce qu'on va repeindre les machines de nid? Ah oui, putain, c'était ça dans le dernier podcast. Mais oui. On avait dit oui, on va les poncer, on va les repeindre et tout. On n'en a pas reparlé depuis. C'est un sujet un peu tabou, je crois. C'est un sujet un peu tabou. On était là, ouais, on va les poncer, on va remettre un sticker Life Fitness X Galois Gym et tout, on était super chaud. Ouais, non, on a tellement de trucs à faire. Ouais, et puis est-ce que c'est nécessaire? Surtout les à côté et tout qu'il y a eu dernièrement. Trop chiant. Trop chiant, et puis vraiment la peinture est ok. Enfin, je me dis, je ne pense pas, très sincèrement. Un jour peut-être on va péter un câble et on va le faire. Mais ce jour-là, il n'est pas encore là. Mais le pire, c'est qu'on a acheté le papier à poncer, on a les machines et tout. Mais vraiment, on sent que ça va être. Ouais, mais on a d'autres trucs à poncer et à peindre. Ouais. Donc, parce que. Je le dis, j'en ai pas envie. Mais si nos machines sont rouges, et donc il y a des trucs dans la salle qui doivent être rouge pétant. Ouais. Rouge pétant, ça va envoyer. Bon, voilà. C'était pour l'update sur le Galois Gym. Yes. Maintenant, mon frère, est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Un petit peu, ouais. Je vais faire un petit clin d'œil à la compétition de WNBF à Montargis, qui a eu lieu le samedi 7 octobre, où j'ai amené mon suivi Thomas qui a terminé à sa 3e place, une super 3e place sur un plateau vraiment bien garni. Il y avait 10 athlètes, mais 10 vraiment bons athlètes. Hyper content d'amener cette condition-là. Donc voilà, je lui dédicace un petit peu ce podcast parce qu'il a vraiment il a tout donné, bien bossé. Ouais. Vraiment, c'est vrai que je l'ai croisé plusieurs fois à la salle. À chaque fois que je le croisais, il était toujours de plus en plus creusé. Il était toujours de plus en plus au bout de sa vie. Mais il ne se plaignait pas, il faisait le taf. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de moment de faiblesse. Il a toujours su, même quand c'était dur, bien manger, bien s'hydrater d'ailleurs. Petit clin d'œil à ce qu'on va dire tout à l'heure là-dessus. Il a vraiment toujours cherché à performer. J'ai même fait ses stats. 85% de ses exercices ont continué de progresser durant sa prépa jusqu'au bout. Je veux dire. Alors, c'est intéressant. C'est quels mouvements c'est ceux qui demandent le plus de gainage et les mouvements de poussée, non? Ça a été hack, pendulum,
Et puis ça a été certains mouvements de poussée sur les pecs. Ouais, c'est tout le temps comme ça, de toute façon. C'est les mouvements qui prennent le plus cher. Puis le roumain à la barre, puisque l'idée c'était pas non plus de monter trop, on a juste cherché à maintenir les performances sur cet exercice-là, parce que ça reste quand même un exercice difficile. Il y a une forte demande en gainage aussi. Voilà, grosse demande en gainage, et puis taxant nerveusement, enfin vraiment il est épuisant cet exercice. Donc voilà, hyper content du package qu'on a amené, et on se prépare pour la WNBF Germany qui a lieu dans 3 semaines, donc ça tombera aux alentours fin octobre. Et tu te déplaces aussi sur celle-là? Je ne sais pas encore. Ça tombe pendant les vacances, donc je ne sais pas si. Enfin, les vacances de la Toussaint, donc peut-être, j'aimerais bien. Mais bon, on va voir, ça c'est en discussion aussi. Okay. Donc voilà, et puis j'ai pu croiser aussi quelques-uns de nos suivis en direct là-bas aussi. J'ai fait la rencontre de ton suivi Anthony, voilà, ouais. Un amour de mec. Anthony est trop cool, ouais. Et puis d'autres personnes aussi, notamment des gars avec qui je discute sur Instagram. Donc coucou Pierre Coach, coucou JR Body, coucou Romain, voilà, etc. Coucou aussi Adrien. Coucou Anton de Café Fitness aussi, vraiment qui a participé aussi au show dans la même catégorie que Thomas. C'était vraiment hyper cool de vous rencontrer et de discuter en vrai avec vous. Voilà, donc c'était génial. J'ai le seum, j'ai pas pu y aller moi. J'avais beaucoup trop de boulot et et puis j'avais des rendez-vous qui étaient calés sur cette journée-là depuis un petit moment. Je pense que c'est un peu le rendez-vous, tu sais, Montargis. On s'était déjà rencontré avec JR Body. Il y a 2 ans, 1 an, je ne sais plus. 1 an, ouais. Parce que l'année dernière, j'étais pas là, j'étais à Budapest déjà. Ouais. Et il y a 2 ans, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de rencontres. On y avait été avec Margot. Et puis après, on y avait été avec toute l'équipe aussi d'Iron à l'époque. Yes. C'était bien, c'était une belle compète. Ouais. Très belle compète et surtout, c'est le rendez-vous des musclés, quoi. C'est ça. C'est vraiment l'élite. Du body FR qui est là-bas. Alors, il y avait un peu moins d'étrangers que les autres années. Il y avait des Espagnols, mais sinon, il n'y avait pas... c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'Espagnols, il y en avait de Grèce, etc. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Français, donc c'était plus simple de faire une compétition, faire une place. Et de gagner. Ouais. Là, maintenant, le body nati, surtout, en France, est vraiment en train de se développer, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de participants. Et qui dit plus de participants, dit forcément plus de difficultés à gagner. Et du coup, et puis en plus, la WNBF, c'est une fédé qui est en train de se développer de plus en plus, qui arrive dans de plus en plus de pays. Donc ça permet aussi peut-être aux Espagnols de grouper un peu plus leurs compètes, etc. Bien sûr. Et tu vois, même, tu disais, Thomas qui va aller faire en Allemagne. Ouais. C'est plus facile en fait maintenant qu'il y en a un peu partout de grouper les compètes et ça permet vraiment aux athlètes de faire des saisons alors qu'avant tu avais WNBF France et après tu devais racoler avec d'autres shows, enfin c'était compliqué ou aller dans d'autres fédés ou alors vraiment voyager. Mais alors là, le budget compète, c'est un budget. Hein. Vraiment, la compétition, c'est vraiment un budget. Si vous prenez du coup votre licence, vous vous inscrivez dans une ou plusieurs catégories, vous prenez le TAN, vous prenez le pack photo, vous prenez du coup un Airbnb, bref. Et le coût du transport aussi. Ouais, et tout ça pour une compète. Hein. Ouais, tout ça pour une compétition. Donc vraiment, tous ceux qui font des shows, c'est un boulot énorme et franchement, c'était vraiment cool. D'ailleurs, il y a 2 ans, du coup, il y avait 4, 5, 6 athlètes par KT. Là, ils ont fait en moyenne, ils ont redécoupé la catégorie light. Il y avait 3 sous-catégories en light. Ils avaient redécoupé par pesée. Il y avait moins de 70, entre 70 et 73. Bref. C'est trop bien ça. Voilà. Et donc du coup, par contre, par petite KT, par sous-catégorie, tu avais une dizaine d'athlètes par KT. Donc vraiment, le niveau était énorme. Et il y avait vraiment du bon. Donc c'est cool que le body naturel se développe de plus en plus. Ouais, vraiment. Ça, c'est trop bien. Ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc du coup, je ne me suis pas entraîné pendant 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, tu t'entraînes plus aussi. Ça se voit, t'as perdu. Ah, je te jure, le dimanche, j'étais pas bien. Non, plus sérieusement, avais besoin de toute façon. J'aurais pas pu. C'est vrai que les compétitions de bodybuilding, en fait, c'est vraiment à l'image du sport de la muscu. C'est-à-dire un investissement de dingue pour peu de résultats. Parce que 10 minutes, c'est ça, parce que déjà, tu as tout l'investissement de ta prépa. Donc, bien sûr, tu as l'investissement mental, physique,
financier aussi de la prépa avec la diète, etc. L'impact social. L'impact social, l'investissement, etc. sur ça. L'investissement mental, enfin bref, un gros investissement. Plus du coup, tu as le jour J de la compète, l'investissement financier autour de ça pour 10 minutes sur scène. Ouais, c'est ça, Thomas, 15 minutes de show. Ouais, et en plus, il n'a pas pu faire son posing libre. Il n'y a pas eu les posings libres parce qu'il y avait trop de participants. Et en plus de ça, quand tu es troisième, tu gagnes quoi? Une médaille? Une coupe? Il a eu une médaille et un t-shirt, ouais. Voilà, et un t-shirt. C'est exactement le reflet de la muscu. C'est tu t'entraînes ultra dur, tu manges très bien, tu fais attention à ta récupération et tu as quoi? 1 mm de tour de bras en plus. Et c'est pour ça que vraiment, ça fait plaisir qu'il y ait de plus en plus de compétiteurs parce que ça veut dire que pour en arriver à ce stade, pour accepter tout ça, il faut vraiment être passionné. Ouais. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de compétiteurs, que les plateaux se remplissent de plus en plus, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de passionnés. Et ça s'est vu. Ça, c'est beau. Et puis, le niveau. Vraiment, ils étaient tous plus secs les uns que les autres, plus massifs les uns que les autres. C'est impressionnant. Mais vraiment, enfin, les gars, et les femmes aussi, puisqu'on a vu aussi les catégories des femmes, et des nanas plus secs que j'ai jamais vu des personnes aussi sèches que ça. Enfin voilà. C'est impressionnant. Big up à toutes les personnes qui étaient au show, donc sur scène, et celles qui étaient dans les gradins, puisque je pense que dans les gradins, il y avait aussi des futurs athlètes ou des personnes qui étaient en off pour se préparer pour d'autres compétitions. Ça donne toujours envie comme ça quand tu vas voir des compétitions. Ah mais évidemment. T'es pas monté sur scène un peu? Non. Et ça s'est enchaîné. Il n'y a pas eu la petite pause déj comme il y a 2 ans. Ouais, il y a eu un gros entracte. Ouais. Non, là, tu peux pas. Tu peux pas, ça enchaîne. Ok. Bon, ça c'était le petit point du week-end Montargis. Petit point du week-end Montargis. Et toi, mon dodo? Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, j'ai vraiment charbonné sur le lab dernièrement. Donc le lab, du coup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je sais pas s'il faut que je remette une couche ou pas, mais du coup, un petit peu. C'est le regroupement des études scientifiques qu'on décrypte et qu'on détaille en français, qu'on résume pour les rendre en fait accessibles à tout le monde. Et donc, on a fait une grosse phase de bêta-testing avec énormément de bêta-testeurs. Et là, c'était vraiment la phase officielle de lancement. Donc là, on est à peu près à une 40aine d'études. On veut monter à une 100aine d'ici janvier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une 100aine d'études sur plein de sujets différents. C'est incroyable. Il y a des sujets auxquels on ne pense pas et qui sont hyper intéressants. Et surtout, il y a vraiment un engouement autour de ça. Il n'y a que des retours positifs. Vraiment, il n'y a vraiment que des retours positifs, donc ça fait extrêmement plaisir. Là, on est déjà en plus sur les améliorations du lab. On travaille déjà dessus. Il y en a déjà eu. Et en plus de ça, ça a permis aussi au club de générer de l'argent. Et l'argent qui est généré par le club, c'est toujours un pas de plus vers l'application. Et là, on est vraiment beaucoup plus proche de l'application. Et je pense que c'est une histoire vraiment de quelques semaines, quelques mois avant que le développement de l'application ne commence et qu'on aille vraiment sur un réseau social vraiment orienté autour de la muscu avec bien sûr toute la partie communauté, toute la partie échange, messagerie instantanée, profil, fil d'actualité, en fait tout un réseau social avec à côté des features comme le lab, sachant que sur le lab, tous les articles ne sont pas payants, il y a une grosse majorité des articles qui sont gratuits, donc tu peux aussi grandement améliorer tes connaissances avec déjà les articles gratuits. Et en fait, le but, c'est vraiment de créer un réseau social où, tu vois, quand tu vas sur TikTok ou Instagram, tu vas dessus, mais tu scrolles, tu perds ton temps, tu vois, genre tu regardes des vidéos de chat, tu vois des meufs qui dansent, tu vois, tu perds ton temps, tu regardes des trucs satisfaisants, des bouteilles qui tombent dans les marches. Non, mais c'est vrai, c'est ça, la plupart des TikTok des gens, c'est ça. Le but du club, c'est vraiment de, en fait, créer un réseau social où chaque seconde que tu vas y perdre, chaque scroll que tu vas y passer plutôt, tu ne vas pas la perdre. Et du coup, en fait, tu peux scroller à l'infini, tu peux y passer 10 minutes. C'est pas 10 minutes que tu auras perdu. C'est 10 minutes où tu vas lire du coup des posts de personnes qui vont poser des questions que ça se trouve, toi, tu te serais posé un jour et sur lesquelles tu vas avoir différentes réponses avec différents points de vue. Tu vas également pouvoir consulter le lab avec toutes les dernières recherches scientifiques. Et ça, c'est vraiment une toute petite partie des fonctionnalités. Il y en a plein d'autres sur lesquelles on est en train de travailler. Et à terme,
ça va vraiment devenir le réseau social dédié à la musculation et vraiment n'importe qui veut progresser, il gagnera grandement à aller là-bas, surtout que c'est un réseau social où il y aura pas de pub, ça va pas être un truc pollué à la Facebook. Il y aura pas de, il y a une équipe de modérateurs. Pour le moment, honnêtement, on a modéré une personne depuis le début, mais il y a vraiment une communauté qui est bienveillante. En plus, on a passé les 7000 membres. Donc c'est énorme, on est 7000 un mois après le lancement officiel du Zero RR Club. Donc c'est incroyable et en plus cette application va permettre de toucher encore plus de personnes. Donc vraiment, là je suis vraiment très à fond dans le développement du Zero RR Club. En plus l'équipe s'agrandit de plus en plus parce que il y a un besoin de tout ça. On est en train de recruter de plus en plus de personnes pour gérer tout ça, pour s'occuper des différents points. Et vraiment, c'est incroyable, c'est une aventure qui est exceptionnelle. Et en fait, j'ai juste envie de voir, faire un bond dans le futur et voir, genre, dans 6 mois, où ça en sera. Parce que, à tel point, là, du coup, on a fait une réunion avec l'équipe et du coup, il y en avait un dans l'équipe qui était parti en vacances. Il est revenu, genre, juste une semaine après et il fait « Ah putain, mais… » Je reconnais plus ça a tout changé là, attends, ça va trop vite quoi. Et ouais, c'est ça va trop vite parce que le club, il a la même vision des choses que n'importe quel pratiquant de muscu, il veut progresser et il progresse très très vite. Ouais, puis il y a surtout de la passion sur ce club. Enfin, franchement, les questions qui sont posées, elles sont à chaque fois pertinentes et puis ça déroule. Il y a des questions régulièrement. Ouais, je sais plus combien. Là, on approche des quasiment 10 000 sujets, je crois. Et tout ça toujours bien classé pour bien vous y retrouver. Ouais. C'est pas brouillon, enfin vraiment vous avez des catégories aussi. Ouais, et puis il va vraiment y avoir d'autres fonctionnalités. L'application va ouvrir vraiment plein de portes. On est à combien de pourcents, Denis, là? On est à peu près sur 100%. Sur 100%, on est autour des 40. 40%. On est autour des 40%. Tout ce qu'il y a encore à mettre en place dedans. Ah non, tu veux dire pour le développement de l'appli? Ouais. Non, pour toutes les fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités? On est toujours à 2-3%. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Ah non, j'ai cru que tu me disais la marge de combien on était avant le développement de l'appli. Ah non. Par rapport à… Mais 40%, c'est bien aussi de le dire. Oui, j'ai dit que je ferais des updates assez régulièrement. Mais et puis participer là en ce moment, Denis, on a le maître des steps. Oui, il y a des challenges aussi. Après le challenge maître des grinds, on a le maître des steps. Ouais, putain, ouais. Donc venez participer en partageant du coup votre T'as partagé ta moyenne de steps, toi? Non, parce qu'en ce moment, je t'avoue que… il a trop honte parce qu'il a une moyenne de steps de merde. C'est pas ça, c'est que je pose beaucoup le téléphone quand je suis ici. Mais j'ai une moyenne à 10K toujours, mais je ne serai pas maître des steps alors qu'on m'a volé la place de maître des grinds. Toujours en travers de la gorge. En fait, c'est ça sur le club. Parce que du coup, si tu n'es pas sur le club, tu ne peux pas comprendre. Il y a des challenges en fait qui sont régulièrement mis en place avec des récompenses. Et en fait, ces challenges, en général, cherchent à récompenser la régularité, etc. Donc, c'est pas des challenges type ton max au soulevé de terre ou un truc comme ça. C'est vraiment des challenges. Le premier challenge, c'était le maître du grind. Donc, l'intensité maximale. Donc, exactement, la personne qui, du coup, faisait le plus beau grind sur une répétition. Donc, souvent, c'était une dernière répétition. Et c'était du coup la communauté qui votait. Et c'est Olivier qui a gagné. Olivier, si tu regardes le podcast, tu es maître du grind. Et là, du coup, c'est le maître des steps. Et du coup, la récompense, pour gagner, c'est celui qui a la meilleure moyenne de steps sur le mois de septembre. Donc, on peut pas forcément tricher. Et, sachant que c'est passé, voilà. Sachant que c'est passé, et c'est à la moyenne. Donc encore une fois, voilà, moi, tu demanderais la moyenne annuelle, il n'y a pas de problème. Juste la moyenne du mois de septembre, elle est plus basse que les autres mois. Donc, c'est pour ça que tu as fait du fat. Gros porc de grosse sac. Bon, on a suffisamment tergiversé. On a bien parlé. Si on parlait concret et si on parlait questions auditeurs. On va parler hydratation, mon frère. Parce que c'est vrai qu'en muscu, l'hydratation, c'est un sujet flou. Tu vois en fait un peu de tout au niveau de l'hydratation. Il y a des mecs qui vont te dire il faut boire 6 litres d'eau. Tu sais, tu les vois, les mecs ils remplissent leurs bouteilles et tu sais, c'est des bouteilles de 3 bouteilles de 2 litres et tu sais, ils te mettent une photo sur Insta. Voilà tout ce que je dois boire aujourd'hui. Et au fur et à mesure, tu vois, ils boivent ça. Donc on voit un peu de tout. On voit des mecs qui consomment de grosses quantités d'eau
Et à l'inverse, de l'autre côté, on va avoir des mecs qui vont dire ouais, si tu bois trop, tu vas faire de la rétention d'eau, machin et tout. Je bois vraiment le minimum, etc. Donc, on a un peu de tout, on a beaucoup de croyances. Et le but aujourd'hui, ça va être de te sensibiliser à l'hydratation et de te dire quoi faire avec l'hydratation. Parce que Rémi, l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, tu veux commencer Bon, si tu veux, ouais, l'hydratation, forcément, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Est-ce que tu bois, Rémi ? Oui, je bois. L'eau, c'est qu'avec le pastis pour toi. C'est toujours moitié eau, moitié pastis. Il ne faut pas le noyer. Faut pas le noyer. Faut pas le noyer. Pas plus haut que le verre. Bon allez, je te laisse parler. Donc forcément, l'hydratation, ça coule de source. C'est fondamental, donc il est important de boire de l'eau. Forcément aussi, c'est bien d'avoir un repère sur la quantité d'eau que l'on peut boire parce que quand justement on prend le temps de, si vous n'avez jamais traqué votre flotte et que vous vous dites bon bah je vais regarder ce que je bois réellement en une journée, je vais vous dire ceux qui vont faire ça pour la première fois, vous allez vous rendre compte que vous ne buvez pas assez dans les 90% des cas. Et donc à partir de là, à partir de ce constat-là, vous allez mettre en place des adaptations pour boire davantage. Voilà, ça c'est important. Je pense que par curiosité et voilà petit clin d'œil à Thomas, Thomas ne buvait pas, voire peu ou voire pas en fait avant qu'on attaque sa prépa, et donc on a dû ritualiser un petit peu plus son hydratation parce que voilà lui il buvait juste un petit verre de temps en temps ou pour accompagner ses repas et des fois une Monster de temps en temps ou un petit peu de Schweppes agrumes, etc. Mais sinon il ne buvait pas en dehors de ses repas. Et à partir de ce constat-là, tu te dis tu ne bois pas beaucoup, tu dois pisser bien jaune foncé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez observer. C'est donc déjà regarder combien vous buvez d'eau par jour. Et après, regardez aussi vos urines. Une urine qui est foncée, donc jaune anis, c'est pas bon. Plus votre urine sera claire, mieux ça sera. Voilà, ça c'est important. Sinon, elle n'a pas le même goût. Moi, je la préfère un peu plus diluée. Arrêtez, je bois pas ma pisse. Ah, c'est comme les suppositoires, ça, la dernière fois. Ah putain. Non, arrêtez. Puis après, si tu commences à dire, ouais, je bois ma pisse, c'est bien, je récupère les nutriments. Arrêtez les conneries. C'est faux. Il y en a qui doivent le faire. Oui, mais il y en a, ils font beaucoup de choses étranges, mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, donc c'était les deux premiers points que je voulais aborder. Après, on pourra parler aussi d'autres choses, notamment par rapport peut-être au timing de l'hydratation. Attends, parce que du coup, tu as parlé vaguement, mais il y a quand même des choses importantes à dire. Déjà, tu as parlé de traquer son eau. Traquer son eau, c'est bien, mais il faut le faire correctement. Ouais. En mode, il ne faut pas traquer juste l'eau que tu bois en bouteille. Ah oui. Je prends mon propre exemple, je bois très peu. Pourquoi ? Parce que je mange mon eau pour la plupart. Je l'ai déjà dit dans un podcast, il me semble. Je mange mon eau. Ça veut dire que la plupart de mes apports en eau viennent de mon alimentation parce que je vais manger des aliments qui sont riches en eau. Par exemple, tout ce qui est fruits, légumes, etc. vont être très riches en eau. Et comme j'en consomme beaucoup, eh bien, j'ai déjà une grande partie de mon eau qui va venir de ces fruits et ces légumes. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces aliments-là, mais on va prendre un exemple concret. Si tu manges de la pastèque, tu verras que tes apports en eau vont très très vite augmenter. Donc, quand tu traques ton eau, il faut faire attention à ça. Il faut en fait traquer bien sûr l'eau que tu bois, mais également l'eau que tu manges. Et en fonction des différents aliments, j'ai pris l'exemple de la pastèque qui est très riche en eau. Tu vas prendre, je sais pas, par exemple la pomme de terre, enfin tous les aliments, même les viandes, tous les aliments en fait. Même ton riz, enfin le truc. Même le riz, voilà. Effectivement, le riz tu le mets dans l'eau, donc il absorbe l'eau, donc il gonfle. Surtout, plus tu le fais cuire, plus il va gonfler aussi. Donc il y a plein de sources d'eau qui proviennent déjà de ton alimentation. C'est vrai que tous les biais comme ça où tu dis parce qu'on mange, il y a de la flotte, c'est vrai, mais c'est pas forcément le plus facile à quantifier. Donc c'est vrai que voilà, déjà quantifier l'eau qu'on boit dans un verre ou directement à la bouteille, c'est quand même le point de base, je pense, parce que oui, c'est peut-être le plus facile. C'est déjà le plus facile. Après, effectivement, il y a toujours des extrêmes. Hein. Dans ce podcast, on parle beaucoup de la grande majorité des gens qui mangent riz poulet sec. Tu te rends bien compte, quand ton repas est sec, tu te rends bien compte que ça ne va pas t'apporter beaucoup d'eau.
c'est sûr que tout de suite, si tu commences à mettre un peu de purée de tomates, des trucs comme ça, bah, c'est sûr que tu vas tout de suite. Voilà. Quand tu manges du riz poulet très sec, c'est tellement sec que tu es obligé de boire pour faire tout glisser dans l'œsophage. Ça, en fait, c'est une technique. C'est une technique. Ceux qui font ça, ouais, et putain, ils sont hyper intelligents en fait. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut traquer son eau correctement. Et ce n'est pas parce que tu ne bois pas beaucoup l'eau d'une bouteille que, par exemple, eh bien, tu as des apports en eau qui sont faibles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, du coup, tu as parlé de la couleur des urines. Ouais. Parce que je ne veux pas parler de dosage. Je ne veux pas vous dire il faut boire tant de litres d'eau. Parce que ça va vraiment trop dépendre, comme l'a dit Denis, de ce que vous mangez et puis même de l'individu en lui-même. Il faut vous fier à des choses un peu plus factuelles. Moi, je n'ai jamais compris les mecs qui imposent, genre, ils te disent, il y a des coachs qui font ça. Alors, no drama, mais il y a des coachs qui font, à partir de maintenant, tu vas en coaching, tu bois 5 litres d'eau par jour. C'est bien d'imposer quand même une hydratation. Alors, si la personne ne boit pas du tout et que son alimentation, il y a eu un tracking, etc., mais déjà 5 litres d'eau, c'est beaucoup. C'est beaucoup, tu vois. C'est énorme. 5 litres, je trouve que c'est énorme. Voilà, il y en a vraiment qui boivent 5 litres par jour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive, mais l'eau en trop grande quantité, c'est toxique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que les gens, l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, machin, on en rigole. La sous-hydratation tue, donc la déshydratation tue, mais trop boire, c'est pas bon non plus aussi. Et vous pouvez aussi en mourir. Donc faites attention à ça. Après, il faut quand même en vouloir, je vous le dis. Ouais, mais attends, il y a des mecs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 5 litres d'eau par jour, quand ça vous a imposé, ça peut être pas assez comme trop. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. Ouais, je donnerai après un exemple. En fonction des situations, on va prendre un exemple. C'est la canicule. Il fait 43 degrés et vous partez faire un footing. Là, il y a peu de chances que 5 litres d'eau, ça vous suffise, par exemple, dans votre journée. En plus de ça, vous faites une séance de muscu, vous faites un peu de jardinage, machin et tout. Là, 5 litres d'eau, ça ne sera peut-être pas assez. Maintenant, vous buvez 5 litres d'eau en hiver, sur une journée où vous ne vous entraînez pas, vous ne faites pas de step et vous restez dans votre canapé, là, ça va être beaucoup trop. Vous comprenez, en fait, il y a des extrêmes et les besoins en eau vont varier d'une journée à l'autre au final et d'un individu à l'autre en fonction, bien sûr, de ce qu'il va manger déjà dans la journée, mais aussi de ce qu'il va faire dans la journée. Son environnement et global. également de l'environnement global, notamment la température extérieure, etc. Donc, au final, c'est pour ça que imposer une quantité d'eau à boire chaque jour, ce n'est pas adapté. C'est un peu la solution de facilité dans certains cas, parce que ça permet, on ne se prend pas la tête, on sait que potentiellement on boit suffisamment, mais on peut boire suffisamment comme on ne peut ne boire pas assez quand on a un chiffre imposé, c'est ce que je disais précédemment, mais ça permet déjà de s'enlever un facteur mental. Mais en général, le plus simple, c'est effectivement de contrôler via la couleur des urines. Et du coup, si les urines sont plutôt foncées, c'est que il faut s'hydrater un peu plus. Et si les urines sont claires, c'est que le niveau d'hydratation est plutôt bon. Mais c'est effectivement le seul indicateur fiable du niveau d'hydratation. Après, bien sûr, si tu as soif, c'est qu'il faut boire. Et aussi ça, ton corps te le dit. Voilà, c'est ça. Il faut écouter les signaux de son corps. Voilà, il n'est pas con. Sachant qu'en général, c'est quand on vieillit qu'on perd un peu les signaux de la soif. Si tu as 20 ans, c'est pas normal. C'est ça qu'en maison de retraite, on dit « Ah, Madame Brimbert, faut penser à boire. Faut penser à boire parce qu'il fait chaud dehors. » Oui, c'est ça. Et c'est vrai. Parce que Madame Brimbert, sans doute que ses urines sont jaunes, j'allais dire jaune kaki. Oui, mais après, elle le confond avec le jus de pomme. Faut que j'arrête avec ça, les gens. Ça me fait penser à un truc. Déjà, ils vont croire que vraiment je bois ma vie. Mais il y avait un sketch comme ça, c'est pour ça. Ne me jugez pas. Je sais pas, je l'ai pas la ref. Donc effectivement, fiez-vous à la couleur de vos urines parce qu'il y a ça aussi, il y a ce discours du « mais moi je vais très peu aux toilettes parce que j'ai pas besoin d'aller beaucoup aux toilettes ». Ça aussi c'est un indicateur, il faut quand même aller régulièrement aux toilettes aussi parce que plus vous allez faire pipi, mieux c'est quelque part parce que vous allez aussi évacuer et voir du coup la qualité de vos urines. Ça me fait penser aussi à une petite anecdote. Moi ça me fait penser à ce que tu m'as dit un jour. Vas-y. Un jour, Rémi, on était en train de travailler sur la ferme. Je ne sais pas si je la laisserai au montage, celle-ci. Et puis Rémi, il a été pissé un coup dans un coin. Et puis il est revenu vers moi. Il a levé son doigt comme ça.
Puis il m'a dit, le secret d'un pipi réussi, t'as pas? Attends, non. Enfin, je connais ma connerie. Et tu m'as dit, c'est quand tu pètes aussi. Je pensais que tu allais dire un truc, tu sais, du genre un pipi réussi, c'est quand t'as pas la goutte dans le slip ou je sais plus comment. Non, tu m'as dit, le secret d'un pipi réussi, c'est quand tu pètes aussi. Voilà. Ouais, c'est bien possible que j'ai dit ça. Ouais, ça me oui, ressemble bien. Je te reconnais bien. Et moi, je me rappelle aussi du Berocca. Ah oui. Là, le Berocca, donc voilà, c'est un concentré de vitamines qu'on a dans des. C'est de la vitamine C. Voilà, c'est des vitamines C que vous avez dans des comprimés effervescents. Et ça, pour ceux qui en ont pris, vous avez une pisse jaune fluo. Donc si vous voyez, vous avez de la pisse jaune fluo après avoir bu du Berocca, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oui, il y a des aliments comme ça qui peuvent changer votre couleur des urines. La betterave. Voilà, la betterave aussi. Et également tous les compléments de vitamines hydrosolubles, donc comme la vitamine C en fait partie, peut changer la couleur de vos urines. Donc ne flippez pas. Exactement. Et il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'était la variation de l'hydratation. Encore une fois, parce que je fais un clin d'œil à la compétition de Montargis, où j'ai vu des protocoles, où on m'a partagé des protocoles de peak week. Donc c'est ce qu'on fait dans les jours avant de monter sur le show. Et il y a des personnes qui vont faire varier énormément leur hydratation dans les derniers jours avant la compétition. Alors attention, ça reste des protocoles personnels, j'ai aucun jugement là-dessus. Par contre, là où je vous interroge, c'est quand même sur la notion de monter très haut en eau, donc de monter à quasiment à 8 litres d'eau, et d'avoir des jours où vous ne buvez plus. Et ça, les water cuts, ça s'appelle, c'est une connerie. C'est une connerie. Ça dépend, en fait. C'est très connu dans les sports, notamment tout ce qui est sport de combat et sport de force. Oui, pourquoi ? Parce que les water cuts sont utilisés pour diminuer le poids de corps et donc être dans une catégorie du coup en dessous et donc juste après la pesée pouvoir remanger, rehydrater le corps et donc prendre du poids très rapidement. Et donc du coup être dans une catégorie où on est un peu plus gros et on tombe sur des personnes un peu plus légères. C'est stratégique, j'entends par là. Mais par contre, il faut faire très attention avec ça. Il faut vraiment vous faire accompagner si vous suivez ce genre de protocole. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très difficile à quantifier, d'ailleurs que je n'ai pas fait avec Thomas, parce que on ne... Et tu l'as pas fait, il a fait une très bonne place. Voilà, c'est ça. On ne devient pas savant à vouloir dire tiens, allez, on va augmenter l'eau, on va diminuer l'eau, paf, là, pas d'eau du tout. Ouais. Non, ça, c'est des choses. En plus, le corps peut réagir dans ces moments-là de manière très négative. Ça, c'est vraiment les protocoles old school. Hein. Vraiment les anciens protocoles de compète, c'était ça. C'était phase de water load, ensuite phase de water cut. Et il y avait également complémentation en potassium, etc. Voilà, l'équilibre sodium-potassium. Sachant que le potassium, c'est complémenté en potassium, il faut faire attention, ça peut être toxique. Ah ouais, surtout le potassium, ouais. Lorsqu'on en prend beaucoup. Donc vraiment, c'est des protocoles qui sont très dangereux, qui sont pas nécessaires. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font des podiums ne font pas ces protocoles-là. Donc honnêtement, en fait, souvent, c'est le genre de protocole aussi que les gens font quand ils sont pas prêts. Ouais, c'est ça. C'est un peu la solution de la dernière chance. Voilà, c'est ça. Tu vois que t'es pas prêt pour ta compète et du coup tu vas tenter ça. Après, bon, bien sûr, il y a en force. On sait tous très bien que, en général, les champions de catégorie, tu prends un champion en moins de 79, toute l'année il est à 85 et il est à 79 le jour de sa compète. Ouais. Et du coup, il fait cette phase de water load, puis water cut, et après avec les saunas, machin et tout, et après il se réhydrate. Mais c'est très dangereux. En plus, les muscles. Ça fatigue beaucoup, hein. Faut le dire. C'est très fatigant. Et moi, je me souviens, j'avais suivi un boxeur il y a 1 an, quelque chose comme ça, et il faisait ça, il faisait des phases de water load, water cut, et il me disait, putain, j'arrive à la compète, je me prends 2 coups, j'ai l'impression que je m'en suis pris 20, quoi. Il était pas bien du tout. Et du coup, on avait vraiment fait une phase de cut pour qu'il descende et qu'il soit bien, avec un bon poids de forme. Et il a fait toutes ses compétitions après sans faire ça. Et il était nettement mieux. Ouais. Il était nettement mieux. Alors après, si vous êtes accompagné par quelqu'un qui maîtrise vraiment ça et qui justifie et qui est vraiment là pour vous accompagner dans le détail, why not ? Mais attention, l'eau, c'est la vie. Oui, c'est ça. En fait, il faut l'eau, les mouvements d'eau, ça peut être très dangereux et il faut vraiment faire attention à ça, surtout si vous n'en avez pas besoin. En fait, c'est ça le problème, c'est que
il y a des gens qui font des compétitions de bodybuilding qui sont déjà au poids pour être dans leur catégorie et qui font ce genre de protocole. Donc c'est plus ça qu'on dénonce que effectivement en force athlétique, c'est quelque chose qui est un peu plus parce que je l'ai dit, voilà, les champions, ils sont toujours beaucoup plus hauts en termes de poids, etc. Mais là, c'est des personnes qui sont en général encadrées. Ne le faites pas tout seul, c'est dangereux. Et surtout, ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin. Oui, c'est ça. Ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin. Ouais, c'est ça le problème surtout. Et ben voilà. Denis, est-ce que tes urines sont bien jaune clair bien claires? Moi, mes urines sont parfaites. C'est très bien. Et les tiennes, mon frère? Je sais pas, j'ai goûté tout à l'heure, ça va. Manque de sodium, manque de potassium? Très bonne. Manganèse, t'es bien? Très bien aussi. Parfait. Bon, je pense qu'on peut changer de question. Voilà, donc ça c'était la première question axée plutôt nutrition. C'était la première fois qu'on parlait d'hydratation et c'est bien, je pense, d'avoir un petit peu parlé de ce sujet. Ouais, c'est vrai. Allez, sujet suivant. FB, for full body. Le full body. Le full body est-il un bon format d'entraînement, Rémi? Mais qu'est-ce que le full body, Denis? Le full body, c'est travailler l'ensemble du corps sur une séance. Eh oui, Rémi. N'est-ce pas, Jamy? N'est-ce pas énorme? Ceux qui auront la rêve. Bref, le full body, est-ce que c'est un bon format d'entraînement? Oui. Maintenant, à qui c'est destiné? Quand l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut réellement progresser éternellement au full body, etc. Le full body, c'est donc des séances qui vont travailler l'ensemble du corps. C'est-à-dire qu'on va travailler les pecs, le dos, mais aussi les jambes, les bras, les épaules, etc. Ça, c'est c'est dans l'idéal, c'est-à-dire qu'une séance de full body ne peut pas être basée uniquement. Vous allez devoir plutôt faire des choix. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut dire ce qu'est le full body. C'est que vous n'allez pas pouvoir vous attarder sur tout le dos, par exemple, dans un full body. Vous allez devoir forcément sélectionner des exercices pour faire quand même l'ensemble du corps, pour que ça reste cohérent avec la donnée de la séance. Après, en fait, c'est que, bien sûr, il y a plusieurs façons d'organiser un full body. Si vous faites, par exemple, du full body 3 fois par semaine, c'est sûr que votre exercice pour le dos, il va plutôt être ciblé peut-être sur les trapèzes et les rhomboïdes dans la première séance, ensuite plus sur les grands dorsaux, ensuite vous allez faire peut-être un mouvement un peu plus hybride haut du dos et grands dorsaux. Bref, il y a différentes façons de faire, de la même façon que dans la première séance, vous allez peut-être faire un exercice pour le haut des pectoraux, puis après peut-être le bas des pectoraux. C'est des programmations aussi où on va chercher pas mal d'exercices hybrides. Par exemple, des high incline qui feront à la fois le faisceau claviculaire et le faisceau antérieur des épaules, donc faisceau claviculaire des pectoraux et faisceau antérieur des épaules. C'est là où on va faire par exemple des dips pour les triceps et les pectoraux. Voilà, on va vraiment en fait chercher à faire aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel sur quelque chose de minimaliste. Ça, du coup, c'était, on va dire, le full body comme on l'entendait au début, parce que en plus de ça, moi je me souviens très bien du full body quand j'ai commencé la musculation. Le full body, parce que là, la façon dont on a parlé, on en a parlé quand même comme un full body qui est optimisé. Hein. Voilà, c'est ça. On va plutôt maintenant apporter cette notion un peu moderne du full body. Parce que au début, je me souviens très bien, donc quand on commençait la muscu, voilà ce qui était conseillé. Tu commençais la muscu donc 15 ans en arrière. On disait, si tu es débutant, tu fais du full body. Ouais. Programme full body, c'était très simple. C'était, tu faisais développé couché, squat, overhead press et rowing. Voilà, tu faisais ça, tu avais 3 séances et tu faisais ces 3 exos. Ces 3 exos 3 fois dans ta semaine. Donc tu faisais ces 4 exos 3 fois dans ta semaine. Et ensuite, quand tu avais suffisamment progressé sur ce format-là, tu passais sur le half body. Ah oui, c'était le Graal. J'ai fini le full body, vite, je débloque le niveau supérieur. C'est ça, t'es niveau 1, tu passes niveau 2. Je débloque le upper-lower. Et après, tu faisais donc ton upper-lower. Donc upper-lower qui est, tu scindes le haut du corps et le bas du corps. Ouais. Et ensuite, tu passais sur le split. Oh, le split. J'ai débloqué le niveau split. Le bro split. Je peux donc faire les pecs dans une seule séance. Ouais, c'est ça. Puis après, les séances, de toute façon, les séances half body et split, c'était les mêmes pour tout le monde. Ensuite, du coup, voilà, il y a d'autres formats qui ont commencé à devenir populaires. On a popularisé un peu plus le PPL. Après, il y a eu le Arnold Split, etc. Et maintenant, il y a des gens qui ont compris que, au final,
tes séances n'avaient pas besoin d'avoir un nom. À partir du moment où tu avais ton volume qui était réparti complètement dans ta semaine, je ne sais pas si tu fais épaules, triceps et dos, ça s'appelle pas pouce, ça s'appelle je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, mais tu t'en fous du moment que tu as ton volume. Ouais. Et du coup, donc, il y a eu on peut appeler ça une mouvance au bout d'un moment, qui a remis au goût du jour le full body en disant le full body. Donc là, on fait l'histoire du full body en fait. Le full body, on peut en faire tous les jours. Les muscles récupèrent suffisamment, donc tu peux faire pec tous les jours, tu peux faire bras tous les jours, tu peux faire dos tous les jours, etc. Et en gros, c'était ça. Donc c'était une façon moderne et optimisée, on va dire, du full body dont on a parlé tout à l'heure, sauf qu'on faisait ça tous les jours. Et il y a vraiment une grosse mouvance, il y en a beaucoup qui ont fait ça. En plus, les gens se basaient, ils disaient ouais, regarde les mecs qui font de la force, ils font du bench tous les jours. Ouais, c'est ça. Tu peux 4 fois du bench dans la semaine. Tu peux récupérer. Et puis derrière, il y avait ils apportaient leur lot d'études scientifiques, comme en fait chaque méthode. Chaque méthode vient toujours avec son lot d'études scientifiques, parce que les études scientifiques, c'est un peu la justification, c'est la carte un petit peu. C'est la justification, et c'est aussi ce qui oriente énormément les courants de pensée aussi en muscu. C'est pour ça d'ailleurs que le lab a un grand intérêt, parce qu'en fait, il permet d'être directement à la source, et surtout le lab ne diffuse pas qu'un type d'information, mais diffuse vraiment l'ensemble des études scientifiques, parce que c'est ça en fait le risque, c'est que quand on va prendre l'exemple du 1 meal a day, les gens qui proclament le 1 meal a day, ils te montrent que des études qui vont dans le sens du 1 meal a day. C'est ça. Tu vois, et du coup, en fait, tu deviens un peu biaisé, pardon, c'est le lapsus. Tu deviens un peu biaisé et du coup, tu t'enfermes un peu là-dedans. C'est pour ça qu'il faut voir, effectivement, il faut avoir conscience des études qui sont en faveur, par exemple, de cette méthode, mais il ne faut pas également oublier les études qui sont en défaveur de cette méthode. Et donc, c'est toujours ça. Donc là, avec le full body tous les jours, ça a apporté son lot d'études qui allaient en faveur uniquement de cette méthode-là d'entraînement. Et bien sûr, c'est toujours, t'as un mec qui a du coup un plutôt bon physique, qui en plus est plutôt renommé, qui écrit des livres, machin et tout, qui te dit que c'est une très bonne méthode, et du coup qui apporte la justification scientifique. Puis il y en a un autre, et c'est comme ça que du coup on se fait une mouvance là-dedans, et qui du coup fait que on arrive à cette méthode. Et du coup ça a été popularisé, et au final c'est assez vite tombé dans l'oubli. Ça a vraiment duré qu'un temps, parce que on s'est vite rendu compte que c'était pas forcément judicieux pour progresser, parce que ça demandait quand même de garder pas mal de répétitions de réserve, parce que vous vous en doutez, au bout d'un moment, la récupération est le facteur limitant principal, et même si la récupération musculaire pouvait théoriquement se passer, là où ça bloquait aussi souvent, c'était sur la récupération articulaire. Parce que quand vous sollicitez une articulation tous les jours, vous vous rendez vite compte que ça dure pas très longtemps. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était un peu l'histoire du full body. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le full body, d'une façon ou d'une autre, donc qu'il soit fait tous les jours, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, ou en complément d'un entraînement, j'ai fait des programmations où je programmais par exemple un PPL avec une dernière séance full body. J'ai encore une fois, à partir du moment où le volume passait, c'était OK. Et effectivement, il y avait parfois des séances où je répartissais le volume dans une qui faisait qu'on pouvait appeler cette séance full body. Voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que tu peux t'entraîner en full body? Est-ce que tu dois t'entraîner en full body? Est-ce que tu peux faire des gains musculaires avec le full body? Mon frère, je te laisse un peu parler. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque en fait, tu dis que le full body, ça a été mis en lumière, ça a été expliqué pendant de nombreux mois, années, où on disait ouais, c'est vraiment le bon format d'entraînement. Et puis, comme tu l'as dit, après, il y a quelqu'un où d'autres études ont montré que c'était moins bien et que ça mettait place du coup à un autre format qui était plus adapté. Ça a été sans doute l'arrivée du push-pull leg, je dis n'importe quoi, qui est venu du coup en confrontation avec le full body ou même d'autres courants de pensée. Ce qu'il faut dire, c'est que le full body, ça reste un format d'entraînement qui peut être adapté à certaines personnes et pour d'autres, non. Comme tu l'as dit, Denis, il y a des personnes qui vont pouvoir tenir le volume d'entraînement avec un full body et ça va correspondre carrément à leur volume
voilà, sur la semaine qui peuvent tenir. Par contre, d'autres personnes vont avoir du mal à tenir pour les raisons que tu as évoquées. Douleur articulaire, aussi difficulté à rentrer dans sa séance parce que voilà, ça veut dire que tu fais quand même les cuisses souvent. Et puis après, il faut aussi t'y retrouver toi personnellement. Est-ce que faire une séance un peu full body où tu ne vas pas vraiment creuser un groupe musculaire en travaillant sous différents angles, ça aussi, ça peut biaiser un peu la personne. Donc il y a plusieurs courants de pensée qui sont arrivés et à l'individu quelque part de trouver si ça correspond à ce qu'il souhaite mettre en place dans sa pratique. Comme tu as dit aussi, à partir du moment où le volume que tu rentres dans ta semaine de manière hebdomadaire, si tu peux le faire rentrer sur 2 full body ou je sais pas un push-pull legs, c'est la même chose en fait. C'est vraiment le volume qui va être prioritaire dans le choix de votre split. Ça m'arrive pour des personnes qui sont en 4 entraînements de au bout d'un moment passer en 3 entraînements. Et si je sais pas, on était sur un upper lower, les 2 autres séances peuvent être regroupées sur un full body. Mais également, full body, ça ne veut pas forcément dire aussi de faire tout le corps. Ça peut être aussi mettre l'accent sur un groupe musculaire que la personne souhaite mettre en avant ou parce qu'aussi on a décidé de faire un focus. Je m'explique. Un full body, par exemple, peut être orienté un petit peu plus sur une partie, par exemple le dos. Et du coup, avoir d'autres exercices sur le reste du corps, mais avoir un peu plus de volume sur le dos. Ça ne veut pas dire faire absolument un seul exercice par groupe musculaire, vous l'entendez bien. La même chose qu'un upper, la même chose qu'un push, qu'un pull, on peut mettre l'accent sur un groupe musculaire. Ce que je veux dire aussi par là, et tu l'as dit, c'est que le mot full body, en fait, finalement, il est un peu passé. Parce que dès qu'on parle d'un push, d'un pull, d'un full body, de cette nomination, on induit aussi des exercices en lien avec le push ou avec le pull. Eh bien, comme je l'ai dit, des fois, il n'y a pas de nom qu'on peut donner à une séance. Je ne sais pas, si vous faites un full body, puis vous faites tous les groupes musculaires sauf les pecs, est-ce qu'on va pouvoir appeler ça un full body ? Full body sans pec. Voilà, est-ce qu'on peut l'appeler full body sans pec ? Appelez ça plutôt, voilà, c'est séance complète. Séance complète sans pec, ou donnez-lui un nom. Ouais. Voilà, trouvez un nom. Il y avait aussi autre chose que je voulais dire. Oui, c'est que le full body, forcément, ça fait peur parce qu'on se dit on va faire tout le corps et ça peut du coup être fatigant pour une seule séance. Mais c'est ok, il y a des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas accorder beaucoup de temps en semaine parce que raison familiale, raison au niveau du travail, ils ne peuvent pas s'entraîner autant et par contre le week-end ils n'auront pas plus de temps. Tu fais un full body le week-end et tu fais quelques séances un peu plus courtes dans la semaine, mais tu sais que le week-end tu peux rester plus longtemps à la salle. Donc passer plus de temps sur un format d'entraînement comme le full body, c'est ok. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire, c'est que le full body, c'est un super format d'entraînement, juste à toi un peu de le masteriser à ta sauce. En fait, ce qui serait bien, c'est de faire un peu les avantages et les inconvénients, je pense, du full body. Ouais. Même si, comme on l'a dit, le full body aussi, tu peux l'appeler comme tu veux en mettant ce que tu veux dedans. Oui. Mais ce que je veux dire par là, si vraiment on reste sur le format de base du full body, le gros avantage du full body, c'est qu'il va te permettre une grande fréquence sur tes groupes musculaires. Ça, à condition que tu récupères bien. À condition que tu récupères bien. Mais on va dire que typiquement, tu ne peux pas faire 150 000 exos, etc. Mais la personne, par exemple, qui veut progresser sur son développé couché, par exemple, faire du full body, elle commence ses 3 full body par du développé couché, elle a quand même plus de chances, parce que plus tu fais l'exercice, plus tu vas être bon. Voilà, plus tu fais un mouvement et plus tu as de chances de te perfectionner techniquement. C'est un peu comme quand tu fais tes lacets, c'est ce que je dis souvent. Quand tu es gamin, tu ne sais pas faire tes lacets et aujourd'hui, tu sais les faire les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que ça fait 20, 40, 50 putains d'années que tu fais tes lacets et que maintenant, tu sais les faire parce que tu sais les faire. Donc tu mets des scratchs. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que le développé couché, c'est pareil. Quand tu le répètes, techniquement, tu t'améliores de plus en plus. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui voudrait mettre un focus sur un mouvement, je dis plus sur un mouvement que sur un muscle, ça peut être très intéressant comme format d'entraînement. Et en plus de ça, ça peut permettre d'avoir une fréquence aussi plus élevée. Imaginons quelqu'un qui ne veut pas forcément veut mettre vraiment l'accent sur, pec, bras, il peut orienter, on va dire, ses formats full body avec pec et bras en premier, et après, un peu d'épaule sur une séance, un peu de dos sur l'autre et un peu de jambes sur l'autre. Il va pouvoir, on va dire, prioriser comme ça. Mais
ça, du coup, c'est, on va dire, l'avantage du full body, on va dire la fréquence sur les mouvements et la fréquence potentielle que ça peut induire sur certains groupes musculaires. Maintenant, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, si tu peux t'entraîner peu sur une semaine, je sais pas, tu peux t'autoriser que 1 ou 2 ou même 3 entraînements. Deuxième avantage, c'est que quand même le full body répond plutôt bien à ce format, à cette fréquence-là plutôt. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, le full body va correspondre aussi pas mal, comme l'a dit Rémi, aux personnes qui peuvent s'entraîner assez peu souvent, parce que ça va te permettre d'avoir une stimulation musculaire sur l'ensemble du corps très rapidement. Imaginons la personne qui fait un PPL, si elle peut faire que 2 séances par semaine, elle fait un push, un pull, elle ne fait pas les jambes. Donc elle n'a pas une stimulation sur l'ensemble du corps. Elle peut faire un upper lower, mais elle n'aura qu'une fréquence x1 sur les différents groupes musculaires. Le full body, effectivement, ça va te permettre, en fait, même si tu fais une séance par semaine, bah, tu as stimulé l'ensemble de ton corps potentiellement dans cette séance. Même si tu as ciblé plus ou moins certains groupes musculaires que d'autres, tout le monde a un peu participé. Parce que voilà, même si tu fais un mouvement pour les trapèzes et les rhomboïdes, indirectement, tu vas avoir quand même une stimulation des autres de ton dos. Voilà. Alors attention, parce que du coup, là, on parle beaucoup de fréquence. On a dit quand même que le volume, c'était le facteur numéro 1 quand même, pour gérer eh bien, vos entraînements à la semaine. La fréquence, ça peut répondre tout à fait à la répartition de votre volume. C'est-à-dire que si je sais pas, vous voulez vous mettre 6 séries sur le dos à la semaine, bah, peut-être que dans 3 full body hebdo, ça peut être totalement logique de mettre 3 exercices, vos 6 séries sur l'ensemble de vos 3 full body avec 2 séries sur chacun de vos entraînements. Un exercice qui cible du coup votre dos et du coup vous avez une répartition adaptée. Mais vous pouvez très bien aussi le mettre sur un upper. Voilà. Tout est une question de répartition du volume et là on a lié du coup cela à la fréquence. Après, dernier avantage, c'est vrai que certains aiment bien parfois ce format pour l'ensemble du travail du corps, dans le sens où ils sortent de la salle. Ils sont pump. Et ouais, ils sont pump de partout, ils sont carbo, ils ont l'impression d'avoir travaillé partout. C'est par exemple beaucoup les crossfitters, tout ça. Les crossfitters qui passent après à la muscu, c'est des formats qui fonctionnent assez bien sur eux parce qu'en fait, ils ont toujours eu cette habitude-là de faire des mouvements complets, des stimulations complètes du corps et du coup, c'est assez intéressant. Donc, il peut aussi y avoir pour certaines personnes voilà, un avantage du côté du plaisir à la programmation. C'est ça. Après, en termes d'inconvénients… je vais reprendre celui-ci. Ça peut complètement convenir à des personnes sur le côté pump, mais côté adhérence, ça peut aussi ne pas convenir aussi à une majorité de personnes, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir vous attarder autant que vous voulez sur un groupe musculaire. Parce que forcément, vous allez devoir faire des choix. Je reprends encore l'exemple du dos. Comme tu le disais, Tony, tu peux avoir des exercices qui vont plutôt focus tes trapèzes et d'autres qui vont plutôt focus ton grand dorsal dans une seule séance, par exemple. Par contre, dans le full body, tu vas devoir faire des choix. Ouais. Après, en inconvénient, j'en vois pas mal. Dans le sens où déjà programmer correctement un full body, ça va demander des connaissances. Dans le sens où pour limiter la redondance, pour bien être sûr de tout cibler, etc., pour bien gérer la fatigue, programmer un full body, faire un full body bien construit, ça va pas être aussi simple qu'un autre format d'entraînement qui va être un peu plus facile. Ça, c'est un inconvénient. Notre inconvénient, c'est, je le disais aussi, les séances, récupération, on pourra y venir après, mais c'est surtout aussi sur la durée de ta séance. Full body, tu y es pour un petit moment si tu fais bien les choses. Donc, échauffement de l'ensemble du corps, puisqu'on travaille le corps entier. Et donc, du coup, ça veut dire monter en gamme sur chacun de tes exercices. Comme on l'a dit, il faut aller quand même à l'essentiel, donc prendre des exercices hybrides, donc des exercices polyarticulaires plutôt énergivores. Et donc, ça veut dire monter en gamme, monter en charge progressive et passer du temps, prendre le temps de bien faire tes mouvements. Et c'est forcément, comme tu vas le dire, ensuite, la récupération. Par rapport au temps des séances, vraiment, ça va dépendre, mais c'est sûr que plus tu vas aller vers un niveau avancé et plus effectivement tu risques d'avoir des séances qui durent par rapport aux montées en gamme, à l'échauffement, etc. Plus tu vas mettre lourd, plus tu vas avoir besoin de récupération. Donc effectivement, c'est un format qui, plus tu vas être avancé, plus ça va être aussi compliqué de
le gérer. C'est que je le compare, tu vois, à une séance, à la séance bras par exemple. Une séance bras, bon, tu peux quand même plier une séance bras quand même relativement vite par rapport à un full body. Oui, bon, après tu fais que les bras, quoi. Ouais, mais c'est en comparant deux types de séances, full body et séance bras. T'as pris l'extrême. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, dans une séance push, en général, c'est un peu plus proche de la réalité, c'est pour ça. Effectivement, tu vas faire un mouvement pour les pecs, donc tu vas d'abord faire une montée en gamme pour tes pectoraux. Mais après, si tu refais un autre exercice pour les pecs, par exemple, tu vas pas avoir besoin de refaire une montée en gamme aussi importante. Mais il faut la faire. Mais il faut la faire. Hein, on les voit, les personnes qui font pas leur montée en gamme à chaque fois. Alors que lorsque tu changes de groupe musculaire, tout de suite, ça demande de refaire une montée en gamme plus complète, comme les gens sur les séances de jambes. Quand tu fais ischio et quad, n'oublie pas qu'il faut refaire une montée en gamme complète quand tu changes de groupe musculaire. Par contre, si tu restes sur les quads, si tu passes, je sais pas, d'un hack squat à un leg extension, tu n'as pas besoin de faire autant de montée en gamme que si par exemple tu passes d'un hack squat à un soulevé de terre jambes tendues. C'est clair. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, c'est pour ça que je précisais. Donc on vous voit, hein. On vous a l'œil. Et effectivement, après, récupération, c'est sûr, beaucoup plus de sollicitations articulaires rapprochées, et donc forcément, ça peut poser problème. Quand je vois déjà mes articulations, comment elles sont parfois quand je fais des vraiment très très grosses séances, là ça va mieux depuis que je suis un peu plus léger aussi. T'es nul. Pouh, nul. C'est toi qui me parles là. J'ai vu qu'il y a une story où tu faisais du leg extension. Ouais. J'ai vu ta charge, c'est même pas ma première de chauffe, mec. J'ai déjà expliqué pourquoi je n'étais pas lourd. Moi j'entends des excuses. Et ça me va très bien. Tu sais quoi? Mes genoux vont très bien aussi. Moi non plus, je mets pas lourd sur le leg extension. Par contre, t'as vu ce que je mets à la presse à cuisse? Je pense que t'as jamais mis autant à la presse à cuisse. La presse à cuisse, bien sûr que si. Je le fais à une jambe. Voilà, la guerre d'ego. Non. il sait que je le fais, c'est pour ça. En unilatéral? Bien sûr. Ouais, avec une amplitude de merdouille. Je te le fais quand tu veux. Il a pas ça. Au fond de lui, il y a une petite voix qui il sait. Je sais que t'es bon à la presse à cuisse, mais je pense, je pense que je te dose. Je pense que je te dose. Quand tu veux, je referai un petit cycle rien que pour te. De toute façon, on va avoir une presse. Oui. Là, on va avoir une presse à cuisse. Ah ouais, alors là, on va avoir une presse à cuisse. Pas n'importe quelle presse à cuisse. C'est une presse à cuisse de 1000, Harry. Bon, allez. Inconvénient du full body. Inconvénient du full body. La récupération. Ouais. Quoi d'autre? Ah oui, et du coup, l'incapacité à mettre quand même trop de focus dans le sens où. C'est ce que j'ai dit, hein. Tu m'as pas écouté. Je l'ai dit au tout début. Premier inconvénient. Ah bon? Je sais plus si j'ai dit dans les inconvénients un peu avant. Tu l'as pas dit. Mais effectivement, sur un. Il l'a dit? Dites-le nous dans les commentaires. Si, je l'ai dit. Mais tu m'écoutes pas. Si, je m'en souviens. Je disais que tu étais obligé de faire un choix, que tu pouvais pas, par exemple, faire un focus et sur tes trapèzes et sur ton grand dorsal quand tu fais un full body. Et que du coup, si tu voulais vraiment faire ça. Moi, je l'ai dit. Je parlais plus de focus externe, genre en mode le mec qui veut mettre un focus sur pec, ischio et je sais pas épaule. Okay. Forcément, en fait, ton volume va être réduit. Donc, en fait, pour les pecs, si tu commences déjà à faire 2 exos par séance pour les pecs, ça te prend déjà quand même pas mal de temps et ça te prend déjà beaucoup de ton volume sur tes séances. Si en plus tu rajoutes un autre focus, c'est là où ça va commencer à être compliqué. Alors qu'effectivement, sur d'autres formats d'entraînement, ça va être beaucoup plus simple. Pour un push, tu peux très bien faire par exemple 2 push focus pec dans ta semaine et ça va être beaucoup plus simple. Pareil sur tes séances jambes, tu vas pouvoir mettre des focus plus facilement si tu fais que les jambes. Donc effectivement, c'est un inconvénient majeur. Et d'ailleurs, avantage aussi qui était induit, dont on a parlé un peu, mais le full body, du coup, convient vraiment aux personnes qui peuvent s'entraîner assez peu dans la semaine. Je l'ai dit ça aussi. Putain, je l'ai dit aussi. Merde, je crois qu'il est vraiment trop tard. Vous voyez, il fait nuit. Il m'écoute pas, je l'ai dit ça. Mais même moi, je l'ai dit, même moi, j'en ai parlé, je sais pas pourquoi Oh la vache. Je vois ce que tu veux dire par rapport aux objectifs. Je crois que je suis carbo, mon frère. C'est fort probable. Effectivement, quand on dresse un plan d'attaque, un plan d'entraînement, on a besoin de se dire, ok, est-ce qu'il y a un groupe musculaire qu'on souhaite mettre en avant? Tu parlais effectivement du focus sur les ischios, je sais pas, il y a des personnes qui vont mettre un focus sur les épaules. Est-ce que c'est aussi facile à mettre en place dans un full body? Sans doute, mais c'est pas le plus évident. C'est pas le plus facile à mettre en place. Mais c'est possible. Mais par contre, si on split différemment, ça sera plus facile. Je veux dire par là, si vous voulez faire une séance
vous voulez mettre l'accent sur les ischios et donc avoir une fréquence 2 fois sur les ischios sur la semaine, c'est possible. Les épaules, c'est pareil, vous pouvez splitter ça en 2-3 fois. Le full body, c'est plus compliqué parce que vous allez forcément travailler moins d'angles. Là, je crois qu'on a fait le tour cette fois. Ouais, on a bien fait le tour. On peut peut-être, mais je crois qu'on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, la seule fois où on a fait du full body, nous, c'était pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, on avait du matériel qui était limité et du coup, on pouvait pas mettre, on était limité aussi en termes de poids et du coup, on a compensé avec une fréquence et on faisait du full body tous les jours, effectivement. Everyday full body. Avec du coup une répartition de mouvements et même malgré le fait qu'on avait eh bien, du coup un volume assez important et même si on avait assez peu d'intensité au final, on a vite vu les limites au bout de 6 semaines de programmation, quoi. Ouais, aussi parce que on est arrivé du coup pendant le confinement chez nos parents forcément et on n'avait pas de salle de sport, hein, on n'avait pas toutes les machines encore qu'on a construites par la suite. Du coup, c'était des exercices libres. Donc, il faut retrouver des exercices faisables, des exercices qu'on ne maîtrise plus parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas fait. Cumuler du coup à une haute fréquence, je vous raconte pas là. Ouais, puis en fait, ça nous a fatigués. C'était vraiment du bricolage parce qu'en plus il y avait le côté où les installations c'était de la merde. Je me souviens, on faisait c'était du développé unilatéral. On était sur des chaises en plastique de merde. On se tenait après la tondeuse et en fait la mise en place était plus fatigante que la série, quoi. Ouais. Donc il y avait beaucoup de trucs comme ça. Mais en vrai, effectivement, ça a fait que sur le court terme, ça nous a fait accumuler beaucoup plus de fatigue. Mais ce qui est arrivé sur le court terme serait arrivé aussi sur le long terme, même si la mise en place des exos avait été moins fatigante. Tu t'en rappelles des supersets curl marteau vidage de la vaisselle ou le curl marteau vélage d'une vache? Ouais, quand on avait les vaches. C'est n'importe quoi. Je me souviens, une fois, je faisais du rowing planche. Et juste après, c'était vraiment le superset. On était en train de véler. La minute d'après, j'étais au cul d'une vache avec une corde après la patte du veau qui voulait pas sortir, en train de tirer. Le superset. Ouais. Putain, le superset. Le biceps plutôt. Je me souviens, ouais. En plus, elle était debout et elle bougeait. Et on était en train de slider dans le fumier. C'était des grands moments. C'était ouais. Mais là, t'inquiète même pas. J'étais bien après. J'ai fait ma séance d'eau. Bien pump. J'étais en mode bouge pas, tu sais, je tirais la corde un coup avec le coude proche du corps, après j'ouvrais. Et là, elle me faisait chier, elle me laissait pas faire mes focus. Putain, arrête, je suis en pleine série. Les gens vont rien comprendre, ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, la pauvre vache. Le veau, je le faisais sortir, rentrer pour faire mes... Non, mais pour vous donner peut-être un peu une image, quand on vèle une vache, des fois en fait les pattes. Mais ouais, parce que attends, les gens vont dire mais attends, le bien-être animal il est où? Non, vous en faites pas, tout est bien fait. C'est juste que forcément des fois il y a un vélage. Le vélage peut pas toujours se passer. Il sort tout seul machin. Des fois il y a juste les pattes qui sortent et on a besoin d'assister la vache. Et donc on accroche deux petites cordes au niveau des pattes du veau. On s'assure qu'il est bien dans l'axe et puis après on tire en fonction des contractions de la vache. Alors des fois, comme l'a dit Denis, elle est debout, elle va pas se coucher. Mais des fois, elle se couche et là, c'est plus facile. Ouais, et là, pour le coup, c'était rodéo dans le... En fait, c'est que parfois, on n'arrive pas à l'attraper. Parfois, elle est calme et d'un coup, elle s'agite. Parce que ça lui fait mal, elle a des convulsions. Et ouais, puis elle demande ce qui se passe aussi. Ouais. Parfois, quand c'est des génisses, etc. Il est 21h, on parle d'un village. C'est génial. Ouais, putain, ce podcast, on a fait vente aux enchères. On est passé par l'hydratation et... déposer les tapis de sol. Madame Brimbert qui boit son urine. On a fait un tour par le full body. Ouais. Et là, on termine avec un vélage. Exactement. Il est temps de finir ce podcast. Il est temps de finir ce podcast. Je sais pas combien de temps on a tourné. Je pense qu'on a tourné un peu plus d'1 heure. À chaque fois, c'était toujours pareil. Tu sais, on dit on a dû faire un podcast d'1 heure. 2 heures. De toute façon, vu comme je te coupe au montage pour que les gens ne veulent plus te voir. Foiré. Bon. Je pense qu'on va conclure ce podcast, sinon ça va vraiment partir dans tous les sens. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, on vous remercie pour votre écoute. On ne peut pas faire de points sur les évaluations Spotify. On est bientôt. Par contre, on peut dire quelque chose qu'on n'a pas dit. Les 1 an du podcast. Donc ceux qui nous écoutent jusqu'ici. Donc du coup, voilà, le podcast a 1 an et quelques jours aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire 0RIA Podcast. Dites-le en commentaire pour ceux qui sont encore là. Et bientôt les 1000 évaluations sur Spotify. Je crois qu'on est à 960-70. Et tu sais, c'est là que du coup, tu te rends compte que logiquement, au bout d'1 an de podcast, tu devrais avoir 52 épisodes.
Et celui-ci, ça va être le 36e, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas été régulier. C'est pas qu'on n'a pas été régulier, c'est qu'il y a des semaines où on a tourné. Et rappelle-toi, il y a eu des moments où le podcast n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs épisodes qui n'ont pas fonctionné. Bon, ça, les auditeurs ne sont pas censés le savoir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a sur la plateforme. C'est vrai. Mais du coup, on manque un peu de régularité quand même. Année 2024. Non, il ne faut pas On dire. continue. C'est ce qu'on fait. Ouais. Mais du coup, pour la 2e année du podcast, tu veux pas partir? C'est tellement. Vas-y, dégage, s'il te plaît. Vas-y. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Dites-nous si vous nous écoutez depuis 1 an. Ah ouais, dites-nous si vous avez Qui commencé du coup, est là, avec nous dès le premier épisode. T'imagines dans 10 ans, quand on dira ça? Qui nous écoute depuis 10 ans? Qui a écouté le premier épisode à sa sortie? Putain, ça c'est fou. C'est comme il y a un jour, tu sais, tu diras qui a été en premier dans le Galois Gym. Ça va être trop bien. Bon, allez. Il est temps de vous laisser. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du 0RR Podcast. À bientôt.